Mais voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 novembre. D'abord, cap sur la Chine. Les pays du Sud resserrent les rangs pour peser dans la gouvernance mondiale à Xi'an. Lors de la grande conférence des médias Sud Global, la RDC a fait entendre sa voix à travers le ministre de la Communication et des Médias. Et puis, alerte dans le secteur minier, dans le Haut-Katanga, les portes de la société Congo Dongfang Mining ont été scellées après un incident environnemental majeur. Pollution, inquiétude des riverains et réaction immédiate du ministre des tutelles. Nous ferons le point sur l'ampleur des dégâts et les décisions gouvernementales. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La ville de Belém, au nord du Brésil, offre son hospitalité à la 30e conférence des parties sur le changement climatique. COP30 accueille cette semaine les représentants de 143 pays, dont près de 100 chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Belém mercredi dernier au cœur de la forêt de l'Amazonie. La RDC, notre pays, détient une bonne partie de la solution du réchauffement climatique avec biodiversité aux côtés du Brésil et de l'Indonésie. Regardez. La ville de Belém, capitale de l'État du Pará dans le nord du Brésil, accueille cette semaine des représentants des 143 pays, dont près de 100 chefs d'État et de gouvernement, venus participer à la 30e conférence de parties sur les changements climatiques, la COP30. Il est connu de tous qu'aucune réflexion mondiale sur le climat ne peut se faire sans la participation de la République démocratique du Congo, pays qui détient une bonne partie de la solution au réchauffement climatique avec sa biodiversité aux côtés du Brésil et de l'Indonésie. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé cette nuit à Belém, au cœur de la forêt de l'Amazonie. Ici, au Brésil, le chef de l'État congolais devrait s'adresser au monde entier sur la vision de la République démocratique du Congo, pays solution, à l'occasion du sommet des chefs d'État qui s'ouvre ce 6 novembre. Cette vision consiste en une participation cohérente, visible et efficace assortie d'engagements financiers cohérents. Le président Tshisekedi entend aussi obtenir une reconnaissance renforcée du rôle du bassin du fleuve Congo et présenter un dispositif national de gouvernance des carbones clair, transparent et souverain. En marge de sa participation à la COP30, le président Félix Tshisekedi va rencontrer en tête-à-tête le président Lula da Silva. Les deux chefs d'État s'étaient déjà rencontrés ici même à Belém en 2023 et ils avaient émis le vœu de créer une dynamique autour des trois grands bassins mondiaux, à savoir le Congo, les Bornéo-Kong et l'Amazonie. Il convient de noter que la COP30 de Belém est de plus attendue en termes d'attraction et de résultats. Pour le président Lula da Silva, la COP30 doit être celle de la mise en œuvre de l'accord de Paris, car depuis 2015, le pays y travaille encore. Ils doivent aussi présenter cette année leur contribution déterminée au niveau national. La République démocratique du Congo, comme on le sait, représente le deuxième plus grand massif forestier au monde. Ces vastes 155 millions d'hectares de forêts constituent près de 10% des forêts tropicales mondiales et près de 38% des forêts en Afrique. Et à Kinshasa, à Kinko, les pêcheurs, l'air est devenu irrespirable. Une fabrique de braise installée en pleine zone résidentielle libère chaque jour une fumée dense et toxique, exposant les habitants à des maladies respiratoires et à une détérioration de leur cadre de vie. Les détails avec Jean-Richard Kalala. La nature parle et le genre humain ne l'écoute pas. Cette fumée est à la base de plusieurs maladies que nous endurons au quotidien. Des toux chroniques comme pour cet enfant. Nos arbres ne donnent plus de fruits. Nos plantations sont immangeables à cause du goût amer causé par la fumée et l'effet qui abîme la qualité du sol. Dans le quartier Kinkole Pêcheurs, une fabrique de charbon pollulaire depuis près de 3 ans. Kinkole, c'est un quartier à vocation touristique. On ne sait pas avancer à cause de la fumée. Alors que dans notre État, dans notre pays,
Nous savons que les braises ne peuvent se fabriquer qu'à 2 ou 3 kilomètres de la dernière case du village. C'est ce que dit la loi de notre pays. Mais nous sommes là vraiment en violation de toute loi, en train de subir. On ne sait plus avancer à cause de la fumée. La végétation, les murs, les lits d'hôpitaux, jeunes et vieux, principaux victimes de cette fabrique. Faute de représailles, beaucoup ont adopté un silence à la fois complice que coupable. Le maire de cette municipalité indexe l'inefficacité des forces de l'ordre. Plusieurs fois que j'ai pris de certaines dispositions à laquelle moi-même j'ai même à effectuer plusieurs descentes. Je l'ai chassé plusieurs fois, mais vous allez comprendre que c'est comme s'il y a une inexistence de la police qui ne nous aide pas parce que, comme vous le savez, la police, son rôle, c'est beaucoup plus de faire exécuter des lois de la République. Lorsque nous prenons de certaines décisions, il est à la police ou à l'armée de faire exécuter. Au grand mot, le grand remède, les populations de Kinkole pêcheurs attendent des autorités compétentes un répondant à leurs cris de détresse. À quelques semaines de la conférence des gouverneurs prévue au mois de décembre prochain, la ville de Bandundu, chef-lieu du Kwilu, serait fait une beauté. Les travaux de réhabilitation des principales artères s'accélèrent pour améliorer la mobilité et offrir un meilleur visage à la ville haute. Jacques Kababa, notre envoyé spécial, nous en parle. À la veille de la tenue de la 13e session de la conférence des gouverneurs, Bandundu ville, chef-lieu de la province du Kwilu, change sa robe. Les travaux de réhabilitation des acteurs se succèdent. À l'exemple, des travaux de bétonnage de l'avenue Kwango, baptisée avenue Dr Mouyembetanfoum. Ces travaux visent à améliorer l'accessibilité au chef-lieu du Kwilu. Cette route qui abrite les grandes institutions de la province, la Banque centrale du Congo, l'inspection provinciale de la police, l'Institut supérieur de commerce et l'université de Bandundu. Ça vient raviver l'espoir du peuple kwilois. Et la présence du chef de l'État ici va améliorer beaucoup de choses. Et par preuve, voilà déjà que nous aurons des routes qui sont asphaltées dans la ville. Et il y a l'éclairage qui nous est parti il y a longtemps. Mais avec son avenue, ce sera vite fait. Nous serons à l'aise. Ce sera vraiment un plus pour nous, les Kwilois. Nos impressions sont bonnes par le fait que tout ce que nous avons attendu depuis longtemps, c'est ce qui est en train de se réaliser. Les routes, les grands artères étaient en très mauvais état. Ça donne déjà une très bonne impression. Du côté aéroport aussi, l'office de route a eu la charge de retaper cet aéroport. Avec ces trois communes, Bissassi, Basoko et Mayoyo, Bandundu, en tant que centre administratif provincial, possède plusieurs établissements d'hébergement. Il y a des places, Tout est bien arrangé. On a bien sillonné dans toute la ville. Alors, vraiment, tout est dans les bons. Il y a des hôtels, tout est bien arrangé. Brièvement, nous avons l'éléphant, nous avons les villes d'hôtels, nous avons les Majestiques. Donc, il y a tant d'hôtels qui pouvaient héberger toute la délégation. Nous avons dans la ville beaucoup d'hôtels, beaucoup de centres qui pourront être à mesure d'accueillir toutes les délégations qui vont arriver. Nous sommes sûrs. Parce que c'est ça, la ville a vraiment grandi, beaucoup de choses ont évolué. Ville pacifique, au croisement des trois rivières, Kwilu, Kwango et Kassai, Bandundu, avec plus d'1 million d'habitants, s'apprête à accueillir cette grande messe. Depuis Bandundu-ville, Papi Toumba, Abdoulaye Bongo, Jaga Bouabamoukou, Minassé Douga Amiyou, RTNC. Nous l'avions dit à l'entame de ce journal, pollution, suspension immédiate et sanctions en vue. La société de Congo Dongfang Mining dans le Haut-Katanga est au cœur d'un scandale environnemental majeur. Alerté par l'ampleur des dégâts, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a ordonné la fermeture du site, dénonçant une atteinte grave à l'écosystème local. Cédric Anina. Désastre environnemental, les ministres des Mines frappent fort. Arrivé en urgence à Lubumbashi, Louis Watum Kabamba n'a pas perdu une minute. Direction les sites des Congo Dongfang Mining, épicentre d'un grave incident environnemental ayant touché plusieurs quartiers riverains. Et pour cause, un débordement de flux industriels provoqué par un bassin des rejets hors normes, sans aucun dispositif de sécurité ou de prévention. Les constats est sans appel. Face à la gravité de la situation,
Et au manque d'explications de la part des responsables de CDM, le ministre a pris une décision ferme. Cette catastrophe a affecté nos populations, a affecté même l'écosystème qu'il y a dans nos rivières autour ici, parce qu'il y a des poissons qui sont morts et autres. J'ai pris une décision. Je suspends toutes les activités minières de cette société pour une période de 3 mois dans un premier temps. Et si c'est nécessaire, nous allons prolonger cette période-là. Et entre-temps, cette société sera tenue de payer tous les émoluments à leurs travailleurs, normalement. Cette société sera tenue à payer tous les dégâts environnementaux, tous les dégâts qui ont été commis. Cette société sera tenue à compenser les populations qui ont été affectées. Et bien sûr, les pénalités vont suivre selon les lois de notre pays pour qu'à l'avenir, on puisse prévenir ça. Une commission d'enquête technique est annoncée pour faire toute la lumière sur les responsabilités. Avec cette mesure musclée, les gouvernements congolais envoient un message clair. L'exploitation minière en RDC ne se fera plus au mépris de la vie humaine et de l'environnement. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont validé le pouvoir de 2 suppléants avant d'auditionner la réplique du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, sur la question d'actualité lui adressée par l'honorable John Efambe. Les détails avec Blaise Boko-Kessanda. À la différence d'une question orale avec débat, la question d'actualité, elle n'appelle pas un débat. C'est ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a eu juste le temps de donner les explications sur la question lui posée par l'honorable John Efambe et qui a eu la joie d'observer, à l'instar de tous les Congolais, l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange par rapport au dollar américain. Qu'a fait la Banque centrale du Congo pour arriver à cette appréciation et l'incidence sur la vie quotidienne? Autant de questions et qui a plongé le gouverneur André Ouamesso parfois à une étude à la fois diachronique et synchronique. Le tout passe par la confiance faite à la monnaie nationale, même si la Banque centrale peut utiliser toutes les astuces lui reconnues et pour que le franc congolais soit apprécié. Et ce n'est le cas aujourd'hui. À la place de s'enorgueillir, l'autorité monétaire a souligné qu'au-delà des efforts fournis par la Banque centrale, les autorités étatiques et politiques ont également joué un rôle important pour qu'enfin l'on en arrive à ce point. Ces efforts doivent se poursuivre pour voir le franc congolais retrouver ses lettres de noblesse. Visiblement, nous étions en face d'une plénière mouvementée quand l'honorable Godin Poyi a pris la parole pour faire la lecture de cette appréciation qu'il considère fragile. Intervention recadrée par le président ad interim de la Chambre basse du Parlement qui a rappelé les dispositions pertinentes des règlements intérieurs qui stipulent qu'une question d'actualité n'appelle pas un débat. Rappel salué par la plénière qui en a également examiné et adopté le rapport de la commission politique, administrative et judiciaire et pour proposer la validation du pouvoir des 2 suppléants qui vont désormais siéger à l'Assemblée nationale en qualité de députés nationaux. Ces désormais honorables députés ont été présentés à la plénière sous un tonnerre d'applaudissements, ambiance qu'ils vont désormais gérer durant toute la législature en cours. Marée humaine et démonstration de force ce jeudi à Kinshasa. L'Union sacrée a battu le pavé derrière son candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, escorté jusqu'au Palais du Peuple dans une ambiance survoltée. Anime Balaka, Robert Ndaye, Turbo Chemanga. Marée humaine sur le boulevard du 30 juin au siège du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation, la plateforme présidentielle fait bloc derrière le candidat unique au perchoir de l'Assemblée nationale. Aimé Boji Sangara. C'est dans une ambiance électrique que la capitale a vibré ce jeudi 6 novembre 2025. Une impressionnante procession en faveur d'Aimé Boji Sangara. Le long cortège est parti du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation, empruntant l'avenue de la Révolution, ex-24 novembre, jusqu'au Palais du Peuple. La foule, venue des 4 coins de la capitale, a accompagné le candidat unique tout au long du trajet, scandant de chants de soutien et des slogans à la gloire de la cohésion de la famille de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés du choix de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou, symbole de la discipline et de la fidélité à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre le maître du professeur Jacques Ndjoli, le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou
remet officiellement la lettre de la candidature sous les acclamations des honorables députés et membres du Présidium présents au Palais du Peuple. Selon la volonté de notre chef, c'est-à-dire nous avons reçu des candidatures, 12 candidatures qui ont été discutées et en fin de compte, l'Union sacrée de la Nation a retenu la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé. Boji Sangara Aimé est donc présenté aujourd'hui comme le candidat de la majorité. La marche de ce jour sonne comme un avertissement à l'opposition. La majorité présidentielle est non seulement unie, mais déterminée à consolider son leadership au sommet du perchoir de l'Assemblée nationale. Restons au Parlement, mais pour un autre chapitre, clap de fin pour Octobre Rose au Sénat. En clôturant cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, le président de la Chambre haute, Jean-Michel Samalo-Kondé, a salué l'engagement des acteurs de santé et a plaidé pour un accès élargi au dépistage et aux soins partout en RDC. Janine Kalenga, Julien Pianet, bienvenue au Sala. À l'occasion de la clôture de la campagne Octobre Rose consacrée à la sensibilisation au dépistage et à la mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein, à l'entame de la plénière au Palais du Peuple, le président du Sénat Jean-Michel Samalo-Kondé Kenge a encouragé la poursuite du plaidoyer pour un accès équitable au dépistage, aux soins médicaux et aux médicaments. Mois d'octobre consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein qui s'achève. Mais notre engagement, d'abord en tant que pays, mais surtout en tant qu'institution, lui, ne doit pas prendre fin avec ce mois d'octobre. Et je voudrais dire ici, au nom du Sénat et en mon nom propre, reconnaître et saluer la mobilisation de toutes celles et ceux qui, par leur action et leur voix, ont porté cette noble cause avec conviction. Le président de la Chambre haute du Parlement a évoqué les statistiques de l'OMS et exhorté les élus des élus à continuer à travailler pour la mise en œuvre des politiques publiques adaptées au bien-être des concitoyens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1 million de nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année dans le monde et plus de 400 000 femmes en meurent. Et dans notre pays, cette maladie demeure l'un des cancers les plus meurtriers pour les femmes. Face à ce constat, notre responsabilité de législateur est de suivre auprès du gouvernement le plaidoyer pour un dépistage accessible à toutes les femmes. Par ailleurs, Jean-Michel Samalo-Kondé a annoncé des événements importants prévus à Kinshasa en ce mois de novembre tout en insistant sur les renforcements de la lutte contre l'insalubrité et des embouteillages. Dans exactement 2 semaines, ce sera le mardi 18, nous allons accueillir ici les assises de l'Union parlementaire africaine, de l'UPA. La discussion tournait justement autour de cette question de la salubrité de la ville de Kinshasa et des lieux qui vont être directement visités par ces personnalités étrangères. Le 15 de ce mois, nous allons abriter un sommet de la CIRGL des chefs d'État, donc ces 2 événements couplés valaient que nous puissions interpeller les membres sectoriels. Le président de la Chambre des sages a encouragé tous les acteurs déployés dans l'embellissement de la capitale à travailler d'arrache-pied. Quittons le Parlement pour les zones des opérations militaires entre exigence des résultats et la volonté de modernisation. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Modianvita, est en mission d'itinérance à Kisangani. L'accélération des projets prioritaires pour renforcer l'efficacité des FARDC reste son leitmotiv. Je reste au Fondé. En mission d'inspection dans la 3e zone de défense, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est attaqué aux questions cruciales liées à la mise en condition des FARDC, notamment l'électrification des sites militaires stratégiques et l'occupation des domaines de l'armée. Au centre de préoccupation, le camp Baouma et le centre d'instruction Lokosa, dont l'électrification est jugée indispensable pour une formation optimale des troupes. Face au retard des travaux de raccordement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a convoqué le directeur provincial de la SNEL. Ce dernier a fourni des explications techniques et a rassuré que le projet serait finalisé dans les prochaines semaines, précisant qu'une partie du camp est déjà alimentée. Donc tous ces travaux sont terminés. Il voulait un peu se rassurer
sur la partie qui reste. En tout cas, à ce jour, le camp Baoma est électrique. Autre sujet abordé, l'élargissement du domaine militaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rencontré les ayants droit coutumiers pour trouver un compromis sur l'occupation des terres. Un accord de principe a été trouvé dans un esprit de dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation. Moment fort de cette visite, la rencontre entre le ministre et le premier sergent-major Louhemboué Alfani, 102 ans, encore actif dans les rangs. Le vétéran, fort de 78 ans de loyaux services, recevra bientôt une décoration honorifique au ministère de la Défense nationale. Et face à la persistance des groupes armés étrangers dans l'est du pays, une réponse régionale se structure. La République démocratique du Congo, via le PDDRCS, prend part à Entebbe, en Ouganda, à la deuxième réunion régionale sur le désarmement et le rapatriement des ex-combattants. Peggy Mukunda. Réfléchir sur la base des politiques et procédures nationales, régionales, ainsi que des normes internationales à l'élaboration conjointe de procédures opérationnelles standards génériques relatives au rapatriement, à la réinsertion et à la réintégration des ex-combattants issus de groupes armés étrangers, ainsi que de combattants étrangers intégrés au sein de groupes armés locaux. C'est l'objectif de la deuxième réunion du travail régional sur les désarmements, la démobilisation, les rapatriements et la réintégration qui se tient à Entebbe en Ouganda. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises à travers le PDDRCS. À la tête de la délégation, la coordonnatrice nationale adjointe du PDDRCS chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba. Cette deuxième réunion se tient dans un contexte particulièrement sensible en RDC, caractérisé à la fois par des avancées notables dans le processus de paix et de sécurité en faveur du retour d'une paix durable dans l'est du pays et par la persistance des poches de résistance et d'affrontements dans certaines zones encore occupées par les forces négatives du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, ce qui continue d'aggraver la situation des crises dans la région. Nous l'avions dit en titre, les pays du Sud ont décidé de coaliser pour dire le mot dans la gouvernance mondiale. À l'ouverture de la conférence de Xi'an en Chine, les dirigeants des médias du Sud global ont affirmé cet engagement et la voix de la RDC a été portée par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Edith Chala, notre envoyé spécial. Par un geste simple, dans une salle de conférence belle comme l'avenir que se promettent les partenaires et pleine comme l'envie qui caractérise les acteurs, le mécanisme du partenariat médiatique du Sud global est lancé. Le Sud global a son mot à dire dans la gouvernance mondiale, ses objectifs allient, relever les défis mondiaux et promouvoir le développement adapté aux cultures, selon Chen Haixiong, vice-ministre chinois du département des relations publiques du Parti communiste chinois et président du China Media Group. La RDC, dont la présence à ses assises honore sa grandeur, est représentée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, à la tête d'une délégation dans laquelle se trouve la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Nyembo. Dans son adresse, la RDC invite les pays du Sud à se raconter. Le Sud global ne peut plus se contenter d'être spectateur du récit mondial. Dans un monde où l'information circule vite, mais pas toujours équitablement, les pays du Sud doivent pouvoir raconter leur histoire, non pas en réaction, mais en affirmation, non pas en marge, mais au cœur du débat mondial. Elle marque une étape importante, celle de la nécessité de s'organiser, de se structurer et de collaborer. Elle ouvre un espace nouveau où nos médias peuvent se parler, se comprendre et construire ensemble. De la Bolivie au Vietnam, en passant par le Burundi, les discours à cette conférence ont tous résonné comme le déclic de nouveaux départs dans les productions des contenus médiatiques du Sud, de l'engagement d'un nouveau modèle de gouvernance qui respecte les différences et de la promotion de la transparence dans la coopération. Des panels s'en sont suivis, à l'instar de celui du rôle et de la responsabilité des médias du Sud global.
La radio-télévision nationale congolaise s'impose sur la scène médiatique internationale à l'issue du dialogue des médias du Global Sud. La chaîne publique congolaise, représentée par sa directrice générale, Sylvie Lengue-Nyembo, a signé un mémorandum d'entente avec CCTV, Video New Agency, bras du China Media Group, une avancée stratégique pour renforcer le partenariat Sud-Sud. Encore une fois, Indy Tchala. Au dialogue des médias du Sud global, toutes les prises de parole sont allées dans le même sens. Des représentants des organisations de radiodiffusion et de télévision aux patrons des médias publics, la collaboration reste le rempart au déséquilibre technologique des médias du Sud. La directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengue-Nyembo, s'est montrée enthousiaste à cette idée du Sud global. La RTNC va bien participer à ces efforts pour une coopération plus accrue. C'est un honneur pour la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, média public de la République démocratique du Congo, ce grand pays d'Afrique subsaharienne, avec son immense richesse culturelle, de raffermir des liens de collaboration avec le plus grand pays d'Asie orientale à la tradition millénaire. Le paysage médiatique mondial est marqué par une transformation numérique profonde qui ne laisse personne indifférent. L'interactivité, la personnalisation et l'immersion grâce à l'essor de l'intelligence artificielle créent des expériences médiatiques nouvelles qui a des contenus basés sur les données des plateformes communautaires. D'où l'intérêt de saluer à juste titre la tenue de ce grand forum qui nous rassemble pour des partenariats innovants permettant de créer et de partager des productions ciblées qui répondent aux intérêts individuels des consommateurs tout en renforçant notre compréhension mutuelle. Pour sceller cet engagement, la CCTV Video New Agency et la radio-télévision nationale congolaise, représentée par la directrice générale Sylvie Lengue-Nyembo, ont signé un mémorandum d'entente devant l'assistance sous les regards avisés du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Sans condescendance ni critique inconsidérée, dans le respect des différences de chacun, les deux partenaires ont ouvert une nouvelle ère de coopération. Et cap sur l'international pour le FPI, son directeur général Hervé Claude Ntumba mène une véritable offensive diplomatique et économique pour séduire les grands investisseurs mondiaux et booster l'industrialisation de la RDC. Alain Bikaï. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, poursuit son offensive diplomatique pour attirer les financements et des investissements internationaux. Ce mercredi, il s'est entretenu avec Malik Fall, représentant pays de la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale. Objectif, explorer les pistes de collaboration dans le financement des projets industriels et le renforcement des capacités locales. La SFI, rappelons-le, a déjà investi plus de 700 millions de dollars en République démocratique du Congo depuis 2021, notamment dans les télécommunications, l'agriculture, les zones économiques spéciales. Elle souhaite désormais s'impliquer davantage dans les logements et l'énergie. Le même jour, le patron du FPI a reçu une délégation d'investisseurs américains et canadiens venus explorer les opportunités d'investissement dans le secteur agropastoral après des échanges fructueux lors du Forum économique de Washington. Ces opérateurs économiques se disent prêts à injecter d'importants capitaux dans la transformation locale des matières premières. Pour Hervé Claude Ntumba, la prospérité économique de la RDC passe par une synergie entre institutions et un nouveau modèle de financement fondé sur l'innovation, la rigueur et la création de richesses au service du peuple congolais. L'ARSP s'en va en guerre contre les pratiques irrégulières dans les grandes entreprises. Au Congo central, la délégation de l'ARSP a inspecté la cimenterie de Lukala, Silou, afin de vérifier le respect scrupuleux de la loi sur la sous-traitance. Joël Makela. L'ARSP en mission de conformité à la cimenterie de Lukala. L'objectif est clairement défini. Évaluer l'application de la loi sur la sous-traitance, en particulier la conformité des contrats et l'implication des entreprises congolaises dans les opérations industrielles. Le cas de l'étape de la cimenterie de Lukala Silou, vitrine industrielle du groupe Edelberg Cement de la province du Congo central.
Conduite par le directeur général Miguel Kachal-Katembe, la délégation a été reçue par Dek Kibambi, directeur des ressources humaines de la SILO. Après une séance de travail constructive, la visite s'est poursuivie dans les installations techniques de l'usine et la carrière de calcaire, témoignant du potentiel local et de l'enjeu d'une sous-traitance mieux encadrée. On va travailler ensemble pour insérer les Congolais dans cette chaîne de valeur de cette entreprise, dans la fourniture de biens, dans la prestation de services. Nous demandons aux jeunes de faire confiance au président de la République qui est en train de poser des jalons pour la génération future. Et ce que nous demandons aussi aux entrepreneurs, c'est qu'ils ont le soutien du chef de l'État, ils ont le soutien du gouvernement, mais ils doivent être sérieux, professionnels et prendre l'entrepreneuriat très au sérieux parce qu'il s'agit non seulement de leur avenir, mais l'avenir économique du pays en dépend. Engagé dans un vaste programme de contrôle à travers le pays, l'ARSP réaffirme sa volonté de promouvoir une sous-traitance équitable, légale et bénéfique pour l'économie nationale. Face aux propos jugés divisionnistes de la dynamique Daniel Ouyewa, le caucus de députés nationaux de l'Ituri monte au créneau. Réunis au Palais du Peuple, ils appellent à l'unité et condamnent fermement tout discours de haine. Annie Balaka et Patrick Badibanga. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux membres du caucus de l'Ituri se sont réunis en séance extraordinaire au Palais du Peuple. Au centre des échanges, une déclaration de la dynamique de Daniel Ouyewa évoquant un présumé plan d'assassinat visant le député Daniel Ouyewa lui-même. Des accusations graves qui mettraient en cause certains députés et sénateurs de l'Ituri et de Djougou soupçonnés d'agir en complicité avec la rébellion de la CRP de Thomas Lubanga. Face à ces allégations, le caucus des élus de l'Ituri rejette catégoriquement ces propos et invite l'honorable Daniel Ouyewa ainsi que son organisation à s'expliquer devant les instances compétentes. Face à cette allégation d'une extrême gravité, le caucus s'est réuni en séance extraordinaire ce mercredi le 5 novembre 2025 et rend public la mise au point ci-après. Compte tenu de la gravité des faits et la situation de sécurité de l'Ituri d'autre part, l'honorable Daniel Ouyewa et son organisation doivent rapidement porter des clarifications qui s'imposent auprès des instances compétentes. 2. Quant au caucus des parlementaires de l'Ituri, il se réserve le droit de saisir incessamment le bureau de l'Assemblée nationale et le comité des sages de l'Assemblée nationale afin de faire toute la lumière sur ces graves allégations qui ternissent l'image des honorables parlementaires de l'Ituri. Le caucus entend saisir le bureau de l'Assemblée nationale et le comité des sages afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui, selon eux, porte atteinte à l'honneur et à la crédibilité des représentants du peuple. Et les Congolais appelés à la cohésion, à la justice et à la défense de la patrie menacée par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, l'appel est de Modeste Bahati Lukwebo lors de la commémoration de 15 ans de vie de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC au cours d'une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Gelor Kimpianga. C'est une célébration marquée par la méditation et la reconnaissance à Dieu à travers une messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de l'autorité morale de l'FDC, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, accompagné de nombreux cadres, militants et sympathisants. L'abbé Camille Essika, célébrant du jour, a salué cette initiative spirituelle et invité les fidèles à prier pour la paix en République démocratique du Congo. Dans son homélie, il a insisté sur la justice, la crainte des dieux et le service à rendre envers les plus faibles. Prenant la parole, le président statutaire de l'AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, a demandé 1 minute de silence en mémoire des victimes de la guerre à l'Est et des membres du parti disparus. Nous avons le devoir d'attirer l'attention de nos jeunes pour qu'ils sachent que c'est eux qui doivent libérer le pays en s'enrôlant massivement dans l'armée pour que nous ayons une armée consciente, une armée forte,
Le leader de la FDC a aussi exhorté sa base à poursuivre la lutte entamée depuis 15 ans maintenant pour la bonne gouvernance, la justice et les valeurs républicaines. Dans toutes les provinces et au sein de la diaspora, les fédérations de la FDC ont également organisé les cultes d'action de grâce pour marquer cet anniversaire. La Ligue des femmes de la FDC a organisé un grand rassemblement au terrain Comet dans la commune de Lingwala. Habillées en noir, les femmes du parti de la OU ont voulu rendre hommage aux victimes des conflits à l'est du pays. Sous la conduite de leur président Claudine Dusinkembe, elles ont marché symboliquement jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Moment fort de cette journée, le dévoilement de la stèle dédiée à Perpétue Nyamukara Nyamirali, mère biologique du professeur Modeste Bahati Lukwebo. La République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme et la corruption à l'échelle mondiale était au cœur des échanges hier entre le procureur général près la Cour constitutionnelle John Prosper Mokemaele et une délégation belge conduite par la procureure fédérale de la Belgique Anne Fransen. Regardez. Sollicitée par la délégation belge, cette séance s'est consacrée premièrement au partage d'expériences entre les deux États partenaires sur leurs systèmes judiciaires respectifs, ensuite au renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité de toute forme qui transcende les frontières nationales. À partir du moment où le parquet général de la Cour constitutionnelle a cette compétence-là, de pouvoir enquêter aussi dans certaines circonstances, ça pourrait être très utile pour nous dans le cadre de la coopération internationale, à partir du moment où, dans le cadre d'enquête belge, nous aurons besoin de certaines informations. Bien évidemment, nous avons compris entre-temps que nous passons également pour pouvoir avoir ces informations via monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, qui est le premier responsable en matière de coopération internationale pour votre pays. Ici est de retenir que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire qui existe déjà entre ces deux pays. Pour rappel, le procureur général Mokemaele a récemment effectué une mission au Royaume de Belgique où il a été reçu par les deux présidents de la Cour constitutionnelle belge. À Kinshasa, les pharmaciens congolais affûtent leur stratégie. Réunis pour leur 6e congrès ordinaire, ils s'engagent à jouer un rôle clé dans la réussite de la couverture santé universelle avec un accent particulier sur l'éthique et la qualité de soins. Toto Songwe, Bijou et Combat. C'était rendez-vous attendu depuis 4 ans par le professionnel du médicament. Le 6e congrès ordinaire du Conseil de l'ordre du pharmacien de la République démocratique du Congo s'est ouvert par une ambition claire, renforcer le rôle du pharmacien dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le coordonnateur du programme CESU a rappelé le rôle crucial que joue le pharmacien, surtout dans les zones reculées où l'accès aux soins dépend aussi de la disponibilité et de la qualité des médicaments. Je promets l'accompagnement et le soutien du Conseil national de la couverture santé universelle au nouveau conseil qui sortira de ces assises et j'affirme que la place du pharmacien dans les institutions stratégiques de la pharmacie, dont la COREP et la NAMED, est garantie. En même temps qu'on a besoin de vous dans toutes les autres structures de la couverture santé universelle. Pour le docteur Glory Pantou, président de l'ordre, il est temps de renforcer la réglementation et de faire respecter l'éthique dans la profession afin de garantir aux Congolais un service pharmaceutique fiable et de qualité. Chers pharmaciens, impliquez-vous dans la vie de votre profession et dans la vie de votre population. Le sujet ici que nous avons choisi, c'est un sujet purement, je disais, politico-social. C'est là où les décideurs, c'est là où les chefs de l'État, le Premier ministre, les ministres de la Santé, toutes les autorités nous attendent. Qu'est-ce que nous, on apporte? Prévu jusqu'au 8 novembre, ce congrès se veut un espace d'échange et d'engagement pour un secteur pharmaceutique aligné aux exigences de santé publique du pays. Aussitôt arrivé à Belém au Brésil, le président de la République a participé au sommet climatique organisé en prélude de la COP30 qui ouvre ses portes ce 10 novembre. Devant les autres dirigeants du monde, le chef de l'État a confirmé le statut de la République démocratique du Congo, pays solution, et a interpellé l'humanité. Rachel Foutou. L'événement est très attendu.
C'est désormais une réalité depuis ce jeudi 6 novembre au hangar Centre des conventions de l'Amazonie. Les dirigeants du monde entier convergent vers Belém, la ville nordique du Brésil, dans l'Amazonie, pour la 30e conférence annuelle sur le climat. Bien connu pour ses positions sur la défense des forêts, le président Lula da Silva était lui-même au parvis du site de la COP30 pour accueillir ses hôtes. À la tête du pays, qui regorge le deuxième plus grand massif forestier du monde, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été chaleureusement accueilli par le président Lula da Silva. Les deux dirigeants, en première ligne au front pour la défense de leurs forêts, ont été parmi les premiers à prendre la parole en plein air. Le président Lula a défendu le multilatéralisme et déclaré que son pays, le Brésil, souhaite profiter de la COP30 pour lancer le Tropical Forest Forever Facility, entendez la facilité perpétuelle des forêts tropicales. Dans une allocution claire et concise, le chef de l'État a d'emblée affirmé qu'en organisant la COP30 à Belém, le message est clair, à savoir l'avenir de l'humanité dépend en grande partie des forêts. Après avoir rappelé le rôle que la RDC entend jouer en tant que pays solution, le chef de l'État a dénoncé les génocides et l'écocide dont est victime la RDC de la part des agresseurs rwandais. Je voudrais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais ma gratitude au président Luis Ignacio da Silva et au peuple brésilien pour leur hospitalité. Le choix symbolique du Brésil d'accueillir cette 30e conférence des partis ici à Belém, au cœur de l'Amazonie. En effet, Belém est un message. L'avenir de l'humanité dépend en grande partie des forêts. Durant ces 2 jours du sommet, le chef de l'État va poursuivre son plaidoyer dans des groupes thématiques et dans une série de rencontres bilatérales. En plus du tête-à-tête avec son homologue Lula, il devrait participer au lancement par le Brésil du Fonds pour les forêts tropicales éternelles. Revenons au pays. Justice et mémoire au cœur de la mission du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa à Kisangani. Au programme de cette mission de travail figure notamment le dossier de l'indemnisation des victimes des affrontements meurtriers qui avaient opposé les armées rwandaises et ougandaise autour des sites miniers. Le ministre d'État, ministre de la Justice, prévoit également de passer en revue le fonctionnement des cours et tribunaux et aussi inspecter les conditions des détentions dans les centres pénitentiaires de la province de la Chopo. Guillaume Ngefa, qui a reçu cet après-midi les conditions de gouverneur intérimaire de la province. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kailo, dans le Maniema et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiessi et Diane Balaka sous la direction d'Oscar Mbalkaïj, coordonné par Marc Tomanguez Akalala. Simon Konkolongo et Jonathan Moubalama l'ont réalisé au mixeur son.